donc on a introduit TPM, l'espace vectoriel tangent au point P, à la variété M. Je vous rappelle qu'une variété, ce n'est pas juste un ensemble, c'est un ensemble avec une topologie et un atlas. Et si c'est une variété lisse, où c'est infini, l'atlas ne contient que des cartes C infini compatibles. Et donc on a effectivement défini l'ensemble TPM en tant qu'ensemble comme l'ensemble des vitesses à toutes les courbes qui passent par P à une certaine valeur du paramètre. Et ces vitesses-là sont définies comme des applications de C infini de M dans R qui a une fonction C infini définie sur la variété, et ceci a un sens puisqu'on a une structure différentielle sur la variété, donc a une fonction associe son image qui est donc un nombre réel, et ce nombre réel c'est la dérivée de f rond gamma au point P, c'est-à-dire au point lambda, enfin, parce que ça c'est une fonction donc de R dans R, donc on peut la dériver, et lambda c'est simplement le point auquel la courbe, enfin la valeur du paramètre pour laquelle la courbe passe par P. Donc on a fait tout ça et on a vu qu'on pouvait munir cet ensemble-là, qui en tant qu'ensemble n'est pas un espace vectoriel, mais si on lui donne une addition et une multiplication par un scalaire, et les scalaires c'était les réels, on a vu comment, la définition de la somme, c'est vraiment c'est point par point, quoi. V1 plus V2 de F, c'est V1 de F plus V2 de F, et pareil avec la multiplication. Et on a vu que quand on fait ça, on reste dans l'ensemble, donc ceci est bien un espace vectoriel. Et après, j'ai commencé une annexe, qu'on va finir là maintenant, sur l'algèbre multilinéaire, donc on y retourne. Algèbre multilinéaire, enfin, oui, algèbre multilinéaire. Donc, on a un espace vectoriel, et on a rappelé, donc on se place toujours en dimension finie, et donc on a rappelé qu'il existait des bases, toutes les bases dans la même dimension, c'est la définition de la dimension de n. Alors j'avais noté les bases, enfin les éléments d'une base, comme ceci, pour i égale 1 à dimension de v, n, si on veut l'appeler n, donc avec une flèche et un indice, puisqu'il y en a n, donc voilà, il y a E1, E2, E3, n. Et puis, évidemment, donc ça, dire que c'est une base, ça veut dire que quel que soit v dans v, il existe un unique multiplet v1, vn, tel que v égale somme sur i égale 1 à n, enfin n c'est lim de v, de vi ei. Donc je rappelle ça parce que donc, ce sont les notations usuelles. Enfin, ça c'est pas une notation usuelle de mettre des parenthèses ici, et puis on peut aussi omettre le vecteur. Le truc c'est que si on écrit ei comme ça, on se demande est-ce que ça c'est la composante, c'est une composante de quelque chose, ou est-ce que c'est le vecteur lui-même? Alors, on va y revenir. Donc, voilà la notation. Bon, très bien. Donc, on met les indices en haut pour les composantes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on peut évidemment changer de base. Il y a une infinité de bases possibles dans l'espace vectoriel, pourvu qu'elles soient libres et génératrices, ces familles de vecteurs. Et donc, si on passe d'une base EI à une base E'I, donc chaque E'I est lui-même exprimable sur la base des EI, donc on peut toujours écrire ça comme ça. Alors, donc, avec la convention qu'on a explicitée, voilà, J égale 1 à n. Si on passe donc à une base E'I avec ici ce qu'on peut appeler une matrice de passage, alors, le mot matrice est très dangereux parce qu'on peut représenter sous forme de matrice différentes choses qui ont l'air d'être la même chose, mais qui ne sont pas la même chose. On montrera un exemple très clair. Voilà.
donc pas maintenant, mais en tout cas, c'est une collection de nombres. L'image de chaque vecteur de la nouvelle base est une combinaison linéaire des n vecteurs de l'ancienne base, et il y a n vecteurs de la nouvelle base, puisque toutes les bases ont n éléments. Donc il y a n fois n fois n nombres comme ça, qui définissent le changement de base. Et alors, ce qu'on avait vu, enfin c'est immédiat, c'est que si on change la base, évidemment, la nouvelle écriture de V, je peux écrire, enfin c'est toujours le même V, pardon, je peux l'écrire maintenant dans la nouvelle base avec ces nouvelles composantes, V', I, E', I, et il suffit de mettre E' là-dedans pour voir que quand on a ça, on a VI qui vaut somme sur J de V'I, enfin je vais mettre l'épée d'abord, P, J, I, pardon, P, A, I, J, V', J. Donc ça c'est la formule, entre guillemets, de changement des composantes lors d'un changement de base. Et on avait justifié que ces composantes-là sont contravariantes, elles sont dites contravariantes, parce qu'elles le sont, au sens où, donc contravariant, au sens où si on passe de pas' à prime par la matrice, enfin par les P et IJ, on passe de prime à pas' dans les composantes avec P et J, ce qui est encore une fois une évidence totale. Si vous multipliez les vecteurs de base par 2, chaque composante va être divisée par 2 si vous voulez le même vecteur. Donc c'est évidemment la matrice inverse. Et pareil, si vous retournez dans un sens, il faut tourner dans l'autre les composantes pour que ce soit le même vecteur. Donc voilà pourquoi on parle de composantes contravariantes. Et donc la convention est très pratique. Quand vous développez un vecteur sur une base de l'espace vectoriel dont il est vecteur, les composantes sont contravariantes et on note l'indice en haut. Monsieur ? Oui. PJI et PJ, est-ce que, comme on a inversé les deux indices, ça veut dire que c'est l'inverse ? Alors non, attention, PIJ, la matrice PIJ, pour I et J égale 1 à N, la matrice inverse de ça, ce n'est pas PJI. On avait vu une notation similaire en théorie des champs. C'est-à-dire ? Ah, ça, c'est la transposée, effectivement. C'est-à-dire, oui, là, vous avez la ligne, là, vous avez la colonne. Okay. Voilà, effectivement. Ça veut dire que si le vecteur de base se transforme avec une certaine matrice, les composantes, c'est avec la transposée ? Non, avec la matrice inverse. Mais du coup, vous avez inversé les deux, le I et le J, et c'est l'inverse ou c'est la transposée du coup ? Ah non, non, non. Ah oui, oui, non, non, mais là, si vous préférez, là, c'est des indices muets, là. Non, 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 c'est que simplement, là, je passe de pas' à prime, et là, je passe de prime à pas'. D'accord. Mais effectivement, ouais, si vous l'écrivez, encore une fois, c'est quelque chose qu'il est hautement préférable de ne pas faire. Mais si vous écrivez ça comme un vecteur colonne, d'accord, et vous dites que ça, c'est la matrice de passage, et ça, c'est le vecteur colonne dans la nouvelle base, du coup, vous avez évidemment V' égale P-1 V. Et là, à ce moment-là, vous voyez pourquoi c'est contravariant. Mais enfin, vous faites bien de poser la question, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Voilà. Donc, je passe de pas' à prime avec une certaine matrice, et je passe de prime à pas' dans ses composantes avec la même matrice. OK. Alors, donc on avait fait ça. Je continue mon petit rappel. Ensuite, on avait parlé des applications linéaires. Donc si vous avez deux espaces vectoriels
chaque fois, hein, faites bien attention, c'est pas le même plus et le même fois ici, hein, c'est celui de l'espace en question. Enfin, vous pouvez aussi faire une application linéaire d'un espace dans lui-même, mais en général, voilà, vous avez deux espaces vectoriels distincts, et une application est dite linéaire, on fait un truc comme ça, si l'image des combinaisons linéaires, c'est la combinaison linéaire des images, je ne reviens pas là-dessus, et on avait vu que l'ensemble des applications linéaires de V dans W, ça c'est une application, il pourrait être toutes les applications, et si vous munissez cet ensemble d'un plus et fois, enfin multiplication par un scalaire plus exactement, dans l'espace de ces fonctions, avec l'addition et la multiplication par un scalaire point par point, alors cet objet-là lui-même est un espace vectoriel. D'accord ? Et on a vu que c'était un espace vectoriel de dimension dim de V fois dim de W. Et ensuite, à partir de ça, on avait défini enfin, c'est ça que c'était le but du jeu, V dual, donc ça c'est le dual de l'espace vectoriel de départ, qui est simplement home, donc l'ensemble des homomorphismes, ça s'appelle un homomorphisme, parce que ça conserve la forme, la seule forme à conserver c'est les combinaisons linéaires, donc application linéaire, c'est home de V dans R, et donc la dimension de V étoile, c'est la dimension de V. C'est que simplement, dim de R, c'est 1. Voilà, donc on en était là, et j'avais ensuite introduit la notion de base duale. Donc comme c'est un espace vectoriel, évidemment, il a une base, enfin de dimension finie, il a donc évidemment une base lui aussi. Et il y a une base particulière qui est très importante. Quand on a choisi déjà une base dans V, il y a automatiquement une base duale, ce qu'on appelle la base duale. Et alors, je m'en suis beaucoup voulu, j'ai pas adopté la notation que je voulais adopter. J'ai mis des oméga, je voulais expressément, et je vais le faire maintenant, noter cette base duale epsilon. Donc je passe du latin au grec, mais avec la même lettre. Sinon, et après, j'ai introduit un oméga. S'il y avait plusieurs choses, c'était un peu confus. Enfin, j'ai rien écrit de faux, mais s'il vous plaît, réadoptez cette formulation. Donc, epsilon, I, de I égale 1 au même n, puisque l'espace dual a la même dimensionnalité que l'espace. Et donc voilà, hein, je passe de la lettre latine à la lettre grecque, je mets la flèche non pas en haut mais en bas, non pas vers la droite mais vers la gauche, et l'indice non pas en bas mais en haut. Donc j'inverse tout. Hein. Si vous avez commencé à regarder les exos sur la feuille, hein, tout ça c'est très proche de ce qui se passe en physique quantique quand vous passez d'un quête à un bras. Hein, c'est exactement ça. Le quête, c'est l'élément de l'espace vectoriel que vous utilisez nativement, l'espace de Hilbert, et vous passez au bras. Le bras est une forme linéaire sur l'espace vectoriel en question, sur l'espace de Hilbert. Et cet espace et cette forme linéaire, c'est-à-dire c'est un élément du dual. Hein. Donc on fait exactement la même chose. Je dis ça aux passants. Enfin, évidemment, vous connaissez déjà ces choses-là. Donc, et cette base duale est définie par son action sur les vecteurs de base, enfin par l'action de chacun de ses membres sur les vecteurs de base, et par définition de la base duale, on a ceci. Voilà. OK. Alors, je crois qu'on s'était arrêté là, et donc je voulais maintenant continuer tout simplement. Alors, première remarque, si vous avez un vecteur V dans l'espace vectoriel de départ, vous pouvez l'écrire effectivement comme V égale somme sur I dVi I. Donc rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez une somme, ça doit être sur un indice qui est en haut et un indice qui est en bas, au point que ça, on pourra le noter. C'est une notation VI I, quand on ne met pas la somme, mais qu'il y a un indice en haut qui est le même que l'indice en bas, la somme est sous-entendue. Donc ça, c'est
façon de faire très courante qui va devenir systématique parce que ça simplifie les écritures, mais voilà. Donc quand on a ça, si on applique un certain epsilon k, donc la forme linéaire epsilon k, un élément de la base duale sur un vecteur donné, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, par linéarité, on obtient epsilon k de somme sur i vi de i. Ceci est évidemment égal à somme sur i dvi epsilon k de i par simple linéarité. Et ça, c'est delta ki. Et donc ceci fait vk. D'accord? Alors ça, c'est très important. C'est évident, bien sûr, mais c'est très important parce que ça vous dit que vous pouvez extraire la composante, la kème composante d'un vecteur dans une certaine base en appliquant le kème vecteur de la base duale, la kème forme linéaire de la base duale. Si j'applique epsilon k à n'importe quel vecteur, je sors la composante vk. Okay? Donc c'est assez pratique parce que ça, c'est une écriture qui ne dépend pas de la base. C'est-à-dire, si vous mettez vk, c'est OK, c'est la composante dans quelle base? Elle n'est pas marquée dedans, la base. Si vous écrivez ça, bon, bah, c'est un fait. Cette forme linéaire appliquée à v, c'est ce que c'est. Là, je n'ai pas besoin de préciser une base. Alors, vous me direz, ça, c'est un élément de la base. Oui, d'accord, mais là, ce sera la même chose pour n'importe quelle forme linéaire. Donc, si vous appliquez le vecteur d'une base duale, c'est-à-dire donc la forme linéaire, la kème forme linéaire de la base duale, vous sortez la kème composante du vecteur. Bon, très bien. Ah, et je vais tout de suite ici, puisqu'on a ça écrit au tableau, tout de suite justifier la notation habituelle, donc somme de i égale 1 à n. Vous voyez que donc la raison pour laquelle on peut faire comme ça, on peut se passer d'écrire la somme, quand on a un indice en haut et en bas, c'est parce qu'on va avoir affaire uniquement à des applications linéaires. Ça, c'est crucial parce que vous voyez que comment j'écris ça avec la convention, ce qui s'appelle la convention d'Einstein, c'est Einstein qui a introduit ça. Comment j'écris ça avec la convention d'Einstein? Ben, simplement, j'écris ça comme ça. Du coup, je ne mets pas la somme parce qu'il y a un indice en haut et en bas qui est le même, j'écris ça. Et comment j'écris ça? Enfin, ça, comment j'écris ça? Bah, pareil, je ne mets pas la somme. Ah. D'accord, alors, oui, donc, ok, non, pas encore ça. Donc, si je fais ça, comment je sais si je parle de somme sur i de tout ça, ou si je parle de ça, de somme sur i de tout ça? Vous voyez? Si je dis je ne mets pas les sommes, ça n'a de sens que si, au cas où je la mettrais, ça donnerait la même chose où que je la mette. Donc il faut que si je fais ça, ou si je fais ça, ce soit pareil. Et ce n'est pareil que si epsilon, cette forme linéaire, est linéaire, justement. D'accord? C'est très important parce que ce n'est pas une convention que vous pouvez employer dans n'importe quelle circonstance, que si vous manipulez des fonctions linéaires. Sinon, vous ne savez pas, quand vous écrivez ça, vous ne savez pas où est la somme. Et si le mettre là ou la mettre là, ce n'était pas pareil, bah, ça n'aurait aucun sens de faire une simplification pareille. Bon, je l'ai dit une fois, je ne le dirai plus, ou peut-être que si, en passant, pour le plaisir. Mais voilà. OK, donc on peut extraire la kème composante d'un vecteur en appliquant le kème vecteur de la base duale. Très bien. Donc maintenant, prenons maintenant un vecteur quelconque, oméga, dans l'espace vectoriel, donc V dual, dans le dual de l'espace vectoriel. Lui-même, je peux l'écrire avec des composantes sur les éléments de la base duale, donc, puisque c'est une base. Donc je peux écrire qu'il existe
un unique multiplé, alors oméga 1, oméga n, dans Rn bien sûr, hein, tel que oméga soit en fait la somme de i égale 1 à n de oméga i epsilon i, puisque les epsilon i sont une base de l'espace dual. Et maintenant, si j'applique oméga, qui est une forme linéaire, ça prend un vecteur, ça fait un nombre. Si j'applique cette forme linéaire à un vecteur de la base initiale, oméga k, bon, par définition, des composantes ici, ça fait somme de i égale 1 à n de oméga i epsilon i appliqué à ek. Et maintenant, par définition de la base duale, ça, c'est delta ik. Moralité, ceci est égal à oméga k. Donc ça aussi, c'est tout aussi important que la chose que j'ai encadrée en rouge ici. Ceci vous dit que si vous avez une forme linéaire, vous obtenez sa kème composante dans la base duale en appliquant la forme linéaire au kème vecteur de la base de départ. D'accord ? Donc, la base duale vous extrait les composantes des vecteurs et appliquer une forme linéaire à un élément de la base, ça vous extrait la composante de la forme linéaire dans la base duale. D'accord ? Très bien. What else? OK. Et alors maintenant... Maintenant, si vous appliquez alors un oméga quelconque, donc défini par ces, décomposé sur la base duale, à un vecteur v décomposé sur la base de départ, si vous écrivez oméga de v, ça va vous faire un nombre réel, une forme linéaire appliquée à un vecteur, ça fait un nombre. Quel nombre? Il suffit de développer, ça fait somme sur i de oméga i epsilon i appliqué à somme sur j dvj, et par linéarité, donc je peux oublier les sommes si je veux, donc ça me fait oméga i epsilon i de... Là, j'utilise juste la notation d'Einstein. Et je peux donc sortir le Vj par linéarité. Et j'ai donc ceci qui, par définition de la base duale, vaut oméga i Vj delta ij. Et donc, c'est oméga i Vi. Voilà. Et donc, il y a une somme sous-entendue, j'ai un indice en haut et en bas. Donc, ça fait comme un produit scalaire. Comme. Et ce n'est pas un produit scalaire, il n'y a pas de produit scalaire. J'applique une forme linéaire à un vecteur, ça me donne un nombre. Et en termes des composantes des deux objets, de la forme linéaire et du vecteur, je fais la somme, je vais remettre la somme ici. Je fais la somme des produits des composantes. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vraiment bien d'avoir un indice en bas, un indice en haut. Ça nous rappelle que c'est des éléments qui ne sont pas sont pas dans le même espace.
c'est pas les composantes les composantes de deux vecteurs. Non, il y a les composantes d'une forme linéaire et les composantes d'un vecteur. Et ce qui est absolument capital, faites attention à vous jamais vous tromper là-dessus, c'est qu'il faut que ceci fonctionne si les composantes de la forme linéaire sont les composantes dans la base duale telles que les VI soient les composantes du vecteur. Si je mets les composantes d'un vecteur dans une base et les composantes de la forme linéaire dans une autre base qui n'est pas la base duale, qui est une autre base quelconque, évidemment, ce n'est pas en faisant le produit 2 à 2 des composantes que je vais obtenir l'image du vecteur par la forme linéaire. Hein. Donc, c'est sous-entendu ici que les composantes se rapportent à deux bases qui sont duales l'une de l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Alors du coup, évidemment, tout le temps, on fait ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à prendre des bases dans V ou V dual qui ne sont pas les bases duales l'une de l'autre. Et il n'y a pas le choix. Si vous avez une base, vous avez une seule base duale. Hein. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais vous faites le choix d'une base, ça vous êtes bien obligé. Et une fois que vous l'avez, surtout, ça vous contraint la base que vous utilisez dans l'espace dual. Vous pourriez en utiliser une autre, mais ce serait très idiot. Ça ne serait pas pratique. OK. Et du coup, déjà ici, vous voyez immédiatement comment vont se transformer les composantes de la forme linéaire si vous faites un changement de base. Si vous faites un changement de base de EI, exactement comme ce qu'on a fait avant pour l'espace vectoriel, vous passez à E'. Okay, vous faites un changement de base, très bien. Tel que, à nouveau, tel que, je réécris encore, E'(i) égale PJI EJ. Somme sur J de E'(i) EJ, il y a un J en haut et en bas, la somme est sous-entendue. Donc si vous faites ce changement de base, du coup, ça va changer la base duale. Comment ça la change? Comment le... Alors, allons-y. Epsilon. Quel est le epsilon prime J? Alors, en fait, ce que je vais faire... Je vais écrire donc epsilon, comment je vais faire ça? Je vais écrire epsilon i, je vais développer epsilon i dans la base. Je fais d'abord ça ou je fais d'abord les composantes? Bon, je fais d'abord ça, allez. Epsilon i en fonction des epsilon prime i. Alors, comment je fais ça? Si j'applique epsilon i au vecteur v, donc vi, je vais faire comme ça, de v'(i), v'(k), e'(k). Donc, j'applique epsilon i à un certain vecteur que j'ai développé sur la base des E'. D'accord? Je peux, j'ai un vecteur. Alors vous me direz, mais ce n'est pas la base duale de lui. Oui, d'accord, mais ça c'est un certain vecteur V. Je l'écris avec ses composants. Justement, je vais voir ce qui se passe quand on change de base. Donc là, exprès, je prends deux bases différentes et je vais voir comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que ça vaut, ça? Rappelez-vous, il y a une somme de K ici, là. Mais justement, par linéarité, que je mette la somme là ou là, c'est pareil. Donc, ceci n'est pas ambigu. Donc, je peux maintenant, par linéarité, sortir ces nombres-là. Donc, ça fait V'(k) epsilon i appliqué à E'(k). Et E'(k), c'est quoi? D'après ça, c'est P E'(k), PKJ, EJ. OK? Donc, à nouveau par linéarité, ça c'est juste des nombres, je les sors. Donc, ceci fait V'(k), PKJ.
de epsilon i appliqué à EJ. Alors là, par contre, c'est bien la bonne, c'est la base duale de celui-là. Donc, epsilon i appliqué à EJ, c'est delta ij. Moralité, ceci est égal à, ben, je remplace j par i, v' k, p, i, pardon, p, oui. Ah oui, merci, oui. 2K en bas, ça ne va pas du tout. Non, c'est celui du vecteur. Ah, c'est celui-là, oui, c'est une composante, merci. C'est une composante contravariante, justement, merci beaucoup. P, K, J, voilà. Oui, c'est ça, voilà, je préfère. Merci. P, I, K. OK. Et oui, et par ailleurs, ok, le tableau est un peu petit, j'efface ça. Ben en fait, non, j'aurais pas dû effacer ça, oui. Du coup, la forme linéaire appliquée à P fois E, enfin, du coup, on peut sortir le P de la... Oui, parce que c'est des nombres, donc ça c'est une somme de réel fois un vecteur, donc par linéarité, on peut le sortir. Oui, on peut sortir la... Voilà. Alors, je vais juste réécrire ça, donc vous rappelez que si j'applique oméga à EK, j'obtiens la composante oméga k. Eh bien, excusez-moi. Je vois pas clair. Epsilon i. Qu'est-ce que je veux? Je cherche à exprimer epsilon i en fonction des epsilon prime i. Ah! Ah oui. Oui, d'accord. Donc, c'est pas celle-là que... c'est l'autre de ça. Comment on obtient la kème composante d'un vecteur? En appliquant la kème forme linéaire de la base duale. Donc ce V'K là, en fait, c'est epsilon prime K appliqué à V. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Yes? Et donc, ceci, je peux le réécrire P, I, K, epsilon prime, le kème de la base duale, appliqué à V. OK. Bon, il y avait peut-être mieux à faire. En tout cas, donc, à l'issue de cette ligne, qui est une série d'étapes triviales, je vois que epsilon I appliqué à V, c'est égal à P, I, K, epsilon prime K appliqué à V. Il y a peut-être une autre façon de le faire, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, ceci est vrai, et ceci est vrai quel que soit V. Bon, bah donc, epsilon I égale P, I, K, je vais remettre la somme sur les K, de epsilon prime K. Donc voilà comment on passe. Donc vous voyez que quand on passe d'une base pas prime à une base prime avec une matrice de passage PJI, eh bien on passe de la base duale prime à la base duale pas prime avec la même matrice. Donc c'est à l'envers en fait. Ce qui justifie, si vous voulez, que les indices ici soient mis en haut. Ils sont contravariants en fait. Mais ce n'est pas des indices d'un vecteur, c'est des indices
de numérotation des éléments de la base. Le km, ceci est le km espace, le im vecteur de la base duale, ceci est le km vecteur de la base duale. Donc on passe, si on passe des pas primes aux primes avec PIJ, on passe des primes aux pas primes de la base duale avec les PIJ. Donc la base duale est contravariante de la base normale. Encore une fois, bon, on le voit formellement, c'est trivial, j'ai mis un peu le temps à voir où je voulais, enfin j'ai oublié en cours de route où je voulais aller, mais enfin ça prend une ligne, mais surtout, voyez-le, c'est-à-dire, la base duale, c'est la base qui est appliquée, enfin c'est la base de forme linéaire qui, appliquée au vecteur de la base de départ, donne delta IJ. Imaginez que vous multipliez par 2 tous les vecteurs de la base de départ. Bah, les vecteurs de la base duale, les formes linéaires de la base duale, il faut les diviser par 2 pour obtenir delta IJ. D'accord? Puisque epsilon I de J. Si je multiplie ça par 2, ben, je vais obtenir 2 fois plus là. Oui, mais sauf si je divise ça par 2, justement. Enfin, quand ça fait 0, 0 fois 2, ça fait 0. Mais quand, si vous voulez 1, si vous multipliez 1 par 2, ben, faut diviser l'autre par 2, ça vous fera toujours 1. Donc c'est complètement évident, en fait, tout ça. C'est bien de le voir formellement, voilà. Mais la base duale se transforme à l'inverse de la base de départ, tout simplement parce que ça, par définition de la base duale. Oui? On est d'accord, dans le changement de la base duale, la flèche à droite est... Merci. Yes. Vous voyez, on a vite fait de se tromper sur les notations. C'est pour ça que c'est important d'être un peu rigoureux, parce que sinon, après, on ne sait plus de quoi on parle. C'est pour ça aussi que, systématiquement, en tout cas, j'essaye de mettre des parenthèses ici. Encore une fois, ceci n'est pas une composante. Ceci n'est pas la composante. Vous voyez, si je ne mettais pas la flèche ni les parenthèses, vous diriez, OK, donc j'écrirais ça. Je dirais, ah, OK, c'est les composantes d'un vecteur epsilon de l'espace vectoriel. Non, non. Ceci, d'abord, ce n'est pas des composantes. C'est un vecteur qui lui-même a des composantes si je le développe sur une certaine base. Donc c'est un vecteur. Et en fait, ce n'est pas un vecteur de l'espace de départ, c'est un vecteur de l'espace dual. C'est une forme linéaire qui prend un vecteur et qui fait un nombre. Donc c'est un peu... ça a l'air un peu pédant et lourd de mettre ça comme ça, mais au début, je vous conseille vraiment d'utiliser ces notations, parce qu'au moins vous savez de quel objet vous parlez. Ceci est un vecteur de la base dual. Ceci est une forme linéaire, ça appartient donc à V étoile. Voilà. Et ça, c'est des nombres. Bien. Et ça appartient à V. OK. Donc, vous voyez que c'est cohérent. Je mets en haut des choses qui se transforment à l'inverse des vecteurs de la base de l'espace vectoriel V plus fois initial. OK, il nous reste une chose à voir, comment se transforment les composantes de la forme linéaire, si je change de base. On n'a pas vu ça encore. Et alors, on espère, parce que sinon on serait embêté avec les notations, on espère qu'il y a un indice en bas ici, comme les vecteurs, on espère que ces composantes se transforment comme les vecteurs. Et c'est bien le cas, on va voir ça tout de suite. Et du coup, ces composantes-là, on va les appeler, on va dire qu'elles sont covariantes, puisqu'elles varient comme les vecteurs de base. Donc je vous rappelle, j'ai des nouveaux vecteurs comme ça. Omé epsilon i équivaut somme sur j dp i j, non pas epsilon, mais j. Voilà. Donc ça, c'est le changement de base. En quoi ça résulte sur les composantes de oméga? Alors, vous vous rappelez, comment on fait pour obtenir la ième composante d'une forme linéaire?
on l'applique au IM vecteur de base. D'accord? Donc si je veux... Donc j'écris que oméga, c'est oméga prime k epsilon prime k. D'accord? Et oméga, c'était aussi oméga, je change oméga L, epsilon L. Voilà. Enfin, peu importe. Voilà. Oméga, développé sur la base prime de l'espace dual, d'accord? C'est écrit comme ça, je mets une somme ici. Comment j'obtiens oméga prime k? Eh bien, je fais oméga appliqué à E prime k. D'accord? Par définition. Enfin, par définition de la base duale, mais c'est la propriété, enfin, c'est cette propriété-là qui est encore ici au tableau. Si je veux la kème composante, j'applique au kème vecteur de base. Donc, si je veux la kème composante dans la nouvelle base, ben, j'applique au kème vecteur de la nouvelle base. Donc, ça, c'est oméga prime k. OK? Eh bien, ça fait quoi? Ben, j'écris que prime k, c'est ça. Donc, par linéarité, oméga de P, prime K, donc P, oui, P, oui, bon, PI, K, I. Et par linéarité, ceci fait PI, K, oméga de EI. Et oméga de EI, c'est oméga I. D'accord? Un 10 en bas, tout ça fonctionne parfaitement à chaque fois. Et donc, vous voyez simplement que les nouvelles coordonnées, oméga prime K, ben, c'est simplement somme sur I dPIK, pardon, dPKI, non, dPIK oméga I. Excusez-moi, voilà. Et donc, on est content de voir que, effectivement, si vous passez de la base pas prime à la base prime avec une matrice PIJ, eh bien, vous passez des composantes de la forme linéaire pas prime au prime avec la même matrice de passage. Vous passez de pas prime à pas prime avec les mêmes PIJ que vous étiez passé de pas prime à pas prime dans la base. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les composantes oméga i sont covariantes puisqu'elles se transforment comme les vecteurs de base. Tout ça est complètement évident. Donc, encore une fois, pensez à cet exemple simple. Vous multipliez tous les vecteurs de la base par 2. Du coup, évidemment, les vecteurs de la base duale sont tous divisés par 2. Et du coup, puisque vous avez divisé les vecteurs de la base duale par 2, pour obtenir la même forme linéaire, il faut multiplier ces composantes par 2. Donc, ça se transforme comme la base de départ. Et je dis multiplier, mais si c'était une rotation, ce serait pareil. Voilà. Et une autre façon de le voir, c'est que oméga appliqué à V, pour quel que soit V dans V, et quel que soit oméga dans V étoile, une forme linéaire et un vecteur quelconque, on a vu que oméga V, c'était égal à somme sur I des oméga I VI, à condition, bien sûr, que vous preniez les composantes par rapport à une base et à sa base duale. Donc ceci est vrai, mais ceci est aussi vrai. D'accord? Je peux écrire ça dans une base ou dans l'autre.
encore une fois, ça, c'est des composantes dans la base duale, ça, c'est les composantes. Et là, pareil. Hein. Et donc, vous devez avoir ça qui est égal à ça, parce que c'est juste, ça, c'est un nombre qui est le nombre réel, qui est le résultat de l'application de oméga. Ah, oméga doit être en bas, excusez-moi, décidément. C'est plus dur le nez au tableau, mais vous devriez crier à chaque fois que vous voyez une erreur. Oméga appliqué à V, c'est juste une forme linéaire appliquée à un vecteur, ça fait un nombre. Ce nombre-là, je peux l'écrire avec les composantes de l'une et de l'autre dans la base pas prime, ou bien dans la base prime, c'est le même nombre évidemment. Et vous voyez donc que si on passe de là à là avec une matrice, je sais pas, PKL, hein, évidemment, il faut passer de là à là avec la matrice inverse pour que le produit reste la même chose. D'accord ? Donc tout ça est complètement évident. Si les composantes contravariantes se transforment à l'inverse des vecteurs de base et les composantes convariantes comme les vecteurs de base, d'où leur nom. OK ? Bon. J'espère que ce n'est pas trop confus. Revoyez ça tranquillement. Enfin, une fois qu'on l'a bien vu et bien assimilé, après, on se laisse guider par les indices en haut et en bas. Si c'est en haut, c'est contravariant. Si c'est en bas, c'est covariant. Bon, très bien. C'est une convention, bien sûr, mais elle marche. Et là, en fait, on a fait tous les cas possibles. Voir comment se transforment les composantes dans l'espace V. Dans l'espace V étoile, comment se transforment les vecteurs de base, les vecteurs de la base duale. Donc à partir du moment où on a fait tous les cas et on a vu que ça vérifiait la règle, indice en haut, en bas, etc., on est sûr que ce sera tout le temps le cas, parce que tout ce qu'on va faire, ça va être jamais que des combinaisons de ces choses-là. OK. Bon, passer un peu trop de temps là-dessus, mais au moins c'est fait. OK. Très bien. Alors, pas de questions? J'efface. On va terminer cette petite annexe avec... on va monter d'un cran. On va introduire les tenseurs. Hein. Au bout du compte, c'est le but du jeu. Et avant ça, je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'important. C'est que donc, V est un espace de dimension n, un espace vectoriel de dimension n. L'espace vectoriel V étoile est également de dimension n. Évidemment, c'est toujours le cas. Par conséquent, il existe un isomorphisme entre V et V étoile. Évidemment. Mais, et c'est capital, il n'existe pas d'isomorphisme canonique entre les deux. C'est le pas qui est important. Il n'y a pas d'isomorphisme canonique entre les deux, c'est-à-dire il n'y a pas une façon d'associer, vous prenez un V dans V, il n'y a aucune façon de lui associer un oméga dans V étoile qui soit donné par les structures déjà présentes. C'est ça canonique, c'est-à-dire que vous avez des structures dans l'espace vectoriel et qui font que à chaque V correspond à un oméga. Ben non, en fait. Alors, bien sûr, encore une fois, entre deux espaces vectoriels de la même dimension, vous pouvez faire toutes les, des tas d'isomorphismes. Hein. Donc, vous prenez une base dans le premier, donc vous prenez une base I, et puis vous prenez une base, vous pouvez prendre la base duale, mais peut-être, mais à la limite même pas. Je prends une base, du coup, je vais l'appeler, je vais l'appeler delta. Non, delta, c'est peut-être pas un mot. Je vais l'appeler rho. Voilà, rho J. Voilà deux bases. Ça, c'est une base de V. Ça, c'est une base de V étoile. Et puis, je peux décider qu'à chaque vecteur V, que je peux écrire comme somme des VI EI, j'associe un certain vecteur, je vais le noter V comme ça, là, V en bas.
enfin pas un vecteur de l'espace dual, c'est-à-dire oui, une forme linéaire. Ah oui, je ne l'ai pas dit, on appelle covecteur un vecteur de l'espace dual. Je vais le noter après. Donc, en tout cas, vous pouvez donc décider d'associer à ce vecteur-là le vecteur qui a les mêmes composantes dans la base ici. Somme sur I de VI rho I. Alors vous voyez d'ailleurs, si je fais ça, vous voyez, les deux I en haut, ça sent pas bon. Mais je peux faire ça. C'est-à-dire, ça c'est juste des nombres, hein, c'est pas parce qu'il y a un indice, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça c'est des nombres réels. Je peux décider d'associer à un vecteur donné le vecteur qui a les mêmes composantes dans une autre base de l'espace dual. Rho I, ça peut être n'importe quoi. J'ai le droit d'écrire un vecteur dans une forme linéaire à partir de son développement dans une certaine base. Si ce ρ était la base duale de celui-là, ce serait pareil. Donc je fais ce que je veux. J'ai une base ici, j'ai une base là, et donc je peux décider d'associer à ce vecteur-là qui a telle composante la forme linéaire qui a les mêmes composantes dans l'autre base. Mais vous voyez bien que cette association-là, elle est complètement arbitraire. Si je change de base là et là, ou juste une, je vais associer au même vecteur à une autre forme linéaire. Et il n'y a aucun choix de base qui soit meilleur qu'un autre. Donc, bien sûr, je peux faire un isomorphisme entre V et V étoile, mais je ne peux pas le faire d'une façon qui ne soit pas complètement arbitraire. Mais, s'il existe un produit scalaire non dégénéré, alors il existe un isomorphisme canonique. Mais s'il existe, alors je vais mettre produit scalaire entre guillemets, mais parce qu'on dit toujours produit scalaire même pour une forme non dégénérée mais pas forcément positive, donc forme bilinéaire. Forme bilinéaire non dégénérée. Donc, s'il est sur l'espace de départ, alors il existe un isomorphisme canonique. Alors, il faut que j'explicite. C'est quelque chose qu'on utilisera tout le temps après dans l'application à la relativité générale. Il existe un isomorphisme canonique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce produit scalaire? Donc, par définition, c'est une forme bilinéaire sur l'espace vectoriel V. Donc je prends deux vecteurs et je fais un nombre. J'appelle S comme scalaire. Et donc je prends un vecteur V et un vecteur ou un vecteur U et un vecteur V. Et je fais S de UV, qui est un nombre réel. Mais je le fais de manière linéaire. D'accord? Alors, comment je vais continuer à mettre des flèches pour l'instant. Voilà. Je peux écrire S de UV. Alors, je peux développer U sur une certaine base, V sur la même base tant qu'à faire. Et à ce moment-là, je peux écrire S de UV par bilinéarité. Donc bilinéaire, ça veut dire que c'est linéaire dans la première slot, dans la première entrée, et linéaire dans la deuxième entrée. Donc je vais m'en servir. J'exprime U comme une combinaison linéaire des vecteurs de base, évidemment. Je vais retirer les sommes. UI, I, et puis VJ, J, d'accord? Donc j'applique la forme linéaire à ces deux vecteurs quelconques. Par bilinéarité, ceci me fait UI, donc là j'ai une somme sur I, mais peu importe, la somme, tout ça est linéaire. Donc j'ai UI, je le fais en deux temps, S de EI
VJ, EJ. Là, j'ai appliqué la linéarité dans la première slot. Maintenant, j'applique la linéarité dans la deuxième slot. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté de savoir où est la somme, si elle est dedans, si elle est dehors, puisque justement tout ça est linéaire. J'insiste encore une dernière fois. Donc ceci fait UI VJ S de EI EJ par bilinéarité. Et ça, bah, ça, je vais l'appeler, why not, SIJ. Deux indices en bas, les deux mêmes indices en bas, je peux toujours faire ça. Ça, c'est un nombre. C'est le produit scalaire des deux vecteurs de base, EI et EJ. Ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que ces produits scalaires, alors il y en a n fois n, hein, le produit scalaire de chaque vecteur de base avec chacun des autres, bon, ok, y compris avec lui-même, c'est SII, ok. Ces nombres-là définissent entièrement le produit scalaire, puisqu'on le voit ici. Si je connais ces nombres-là, c'est-à-dire le produit scalaire de tous les vecteurs de base les uns avec les autres, alors je peux calculer le produit scalaire de n'importe quel vecteur avec n'importe quel vecteur par bilinéarité. Donc S est entièrement défini par ces choses-là, et donc il est raisonnable d'appeler ça les composantes ou les coefficients de la forme bilinéaire dans la base EI, des EI, quoi. D'accord ? Toujours est-il que ceci, maintenant, ça s'écrit SIJ, UI, VJ. Donc j'ai S de UV qui vaut ça. Et il y a des sommes sur I et sur J qui sont sous-entendues ici. Petit à petit, je ne les mets plus. OK. Et là, OK. D'accord, on a ça. Donc ça, j'ai explicité ce que c'était que la forme linéaire. Alors, forme bilinéaire non dégénérée. Non dégénérée, ça veut dire que si, quel que soit V, S de UV égale 0, c'est un nombre, je prends deux vecteurs, je fais un nombre, forme bilinéaire, alors U égale 0. Il n'y a que le vecteur nul dont le produit scalaire avec n'importe quoi fait 0. Bon, ok. Donc voilà ce que c'est qu'une forme bilinéaire. Et vous voyez que je peux l'exprimer. Je peux exprimer l'application de cette forme bilinéaire à deux vecteurs avec des composantes dans une certaine base. Alors maintenant, je dis qu'il existe un isomorphisme canonique, donc deuxième partie de l'affirmation. Enfin, l'affirmation, c'est ça. Avant, c'était, je rappelle, la définition de la forme bilinéaire non dégénérée. L'isomorphisme canonique, le voilà. À tout V dans V, on peut associer la forme linéaire oméga, donc dans V étoile, définie par oméga égale S de V point. Je ne sais pas si vous connaissez cette notation. Non? Pas vraiment. On va l'introduire tout de suite, c'est pas un problème. Elle est très... Donc je continue. Où oméga où S de V point est... Alors, je dis que c'est ça appartient à V étoile.
Donc c'est une application de V dans R, d'accord? Application linéaire de V dans R, qui, à tout vecteur U, ou je vais l'appeler W, tout vecteur W dans V, associe S de V point 2W égale, par définition, enfin, vous remplacez le point par le vecteur. Donc égale S de VW. OK? Voilà. Et ça, c'est effectivement une application linéaire, puisque S est linéaire dans sa deuxième slot. Elle est aussi linéaire dans sa première slot, elle est bilinéaire. Donc ceci est une application linéaire. Et donc c'est bien, et ça fait un nombre, donc c'est bien un élément, de V dual. Donc vous voyez que vous pouvez à chaque V associer la forme linéaire qui réalise le produit scalaire avec V. Et là, pourquoi c'est canonique? Parce que vous avez la forme linéaire. Si vous n'avez pas de forme linéaire, vous pouvez faire l'association que vous voulez. Si vous avez une forme linéaire, cette forme bilinéaire, pardon, si vous avez une forme bilinéaire, un produit scalaire, ce produit scalaire réalise un isomorphisme. Enfin, vous fournit un isomorphisme. Vous n'avez pas un truc à rajouter, c'est plus arbitraire. Enfin, vous pouvez aussi définir un autre isomorphisme si vous voulez, mais la structure que vous avez, enfin, le produit scalaire que vous avez, vous donne une façon unique et parfaitement bien identifiée d'associer à chaque vecteur une forme linéaire. Et ça, c'est exactement ce que vous faites effectivement en physique quantique quand vous passez du bras au quête, parce que vous avez dans l'espace de Hilbert une forme hermitienne. Enfin, les hermitiennes, donc il y a un étoile parce qu'on est dans C au lieu d'être dans R. Mais quand vous passez du bras au quête, c'est quoi le bras psi? C'est le bras tel que, quand vous l'appliquez à un quête quelconque phi, ça vous donne ce que vous notez comme ça, d'où la notation bracket, phi psi, qui est le produit hermitien de psi. Avec ça, c'est le produit, si je note H, le produit hermitien, c'est H de psi, phi. Voilà, tout simplement. Donc cet isomorphisme canonique entre l'espace vectoriel et l'espace dual, il est fourni par une forme bilinéaire, un produit scalaire si vous voulez, ou un produit hermitien si vous êtes dans un espace vectoriel complexe. Donc c'est quelque chose de tout à fait standard que vous avez toujours fait, mais je l'explicite ici pour deux raisons. Une, d'abord pour rappeler comment ça marche, mais aussi pour bien souligner que vous n'avez cette association canonique que si vous avez un produit scalaire. Alors plus tard, dans l'espace-temps, on mettra un produit scalaire. Ce sera justement la métrique. On mettra un G mu nu. Enfin, le fameux G mu nu, indissociable de la relativité générale. G mu nu, c'est les composantes du produit scalaire qu'on va mettre dans l'espace vectoriel TPM, dans l'espace tangent. Et à ce moment-là, on aura une façon, alors c'est ça qui est important, à ce moment-là, on a une façon canonique de passer d'un vecteur à une forme linéaire. Et c'est ce qu'on appelle monter et baisser les indices, parce qu'une fois que vous avez ça, là, alors, oui, vous avez donc à chaque vecteur associé une forme linéaire. Donc à chaque vecteur, vous associez un covecteur, c'est peut-être donc effectivement le moment de le dire. On appelle donc vecteur, c'est un élément de l'espace de départ, et covecteur, c'est une convention, encore une fois, une appellation, c'est un élément de l'espace dual. Alors faites bien attention que c'est une convention qui fait jouer à V un rôle prépondérant par rapport à V étoile, parce que
V étoile, c'est aussi un espace vectoriel de même dimension, c'est l'espace dual, mais c'est un espace vectoriel. Donc, un élément oméga en tant qu'élément de V étoile, bah, c'est aussi un vecteur. D'accord? Et à ce moment-là, c'est V qui est le dual du dual, enfin qu'on peut identifier au dual du dual, c'est V qui serait un covecteur de ce oméga. Donc, ce qu'on appelle vecteur ou covecteur, c'est un peu une convention. Mais nous, on a, on utilise ces mots quand on a quand on a un espace vectoriel privilégié. Et pour nous, ça va être l'espace tangent. Et après, sur cet espace tangent, on peut définir des formes linéaires qui vont donc être des covecteurs de ces vecteurs-là. D'accord? OK. Donc le vecteur de l'espace... OK, vecteur, ses composantes sont contravariantes, si vous l'exprimez dans la base de V. Les composantes du covecteur sont contravariantes dans la base duale. Et encore une fois, c'est parce que vous avez privilégié les vecteurs de V. Et donc vous dites, si je change ces vecteurs-là, les autres changent de façon inverse. Donc les composantes changent là de façon inverse et là de la même façon. Mais un covecteur, c'est aussi un vecteur, puisque c'est un élément de l'espace vectoriel dual. Donc, vous ne laissez pas tromper par... ça dépend le contexte dans lequel on les utilise, mais donc, dans le contexte où on a privilégié V, c'est notre espace vectoriel de départ, à cet espace vectoriel est toujours associé un espace dual de même dimension, sur lequel on peut définir une base duale telle qu'on l'a fait. Maintenant, si en plus on a une forme bilinéaire non dégénérée, produit scalaire pour faire vite, alors à chaque vecteur est associé un covecteur, une forme linéaire de l'espace dual, de cette façon-là. Voilà. Et on peut dès lors se poser la question, ok, donc à V est associé à V vecteur est associé à un oméga covecteur comme ça, voilà la définition. Tiens, si les V a pour composante VI dans la base EI, quelles sont les composantes de oméga dans la base duale? C'est une question légitime. Et la réponse, elle est en fait déjà écrite là. Et on va l'expliciter. Je vais un peu lentement là, peut-être c'est trop lentement, mais on va se resservir de tout ça vraiment abondamment, donc je pense que ça vaut le coup de passer un tout petit peu de temps. Donc, soit V égale somme sur I, VI, EI dans V. La question, c'est quelles sont les composantes de S de V point, qui est donc la forme linéaire associée, dans la base duale epsilon i de V étoile. À chaque V est associé un oméga, celui-là. Quelles sont ses composantes dans la base duale? Eh bien, la réponse est donnée ici. Puisqu'on a vu que je vous le rappelle, à moins que ce soit encore marqué, non, c'est plus marqué. Si oméga égale somme sur i des oméga i epsilon i, alors oméga appliqué à V, c'est somme sur i des oméga i VI, si oméga et les oméga i et les VI sont les composantes dans deux bases duales l'une de l'autre. Eh bien, le oméga qu'on cherche ici, c'est S de V, S de V point. Donc, oui, alors, oui, ok, oui, si, c'est ça. S de V point. Alors, je vais mettre des U ici.
oméga de U. Donc S de V point appliqué à U, par définition, c'est S de VU. Et donc, ça va être... si ça, je l'appelle justement oméga, eh bien, ça va être somme sur I des oméga I, UI. Oui, bon, bref, les lettres ça tombe pas bien, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que... Oui, j'ai inversé les U et les I. Excusez-moi. Enfin, j'ai inversé, je fais ce que je veux, mais c'est juste que tout à l'heure, j'avais pris un autre choix. Donc, on va faire comme ça. Donc, c'est le oméga associé à V. Donc, je reviens comme j'étais. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est le oméga associé à U. Bon. J'ai un vecteur U quelconque avec des composantes UI. Et je cherche le oméga associé à U, le voici, d'accord? Quand je l'applique à V, ça doit me donner ça. Bon, eh ben, on a vu ce que valait SU de V, c'est ça. Moralité, ça, c'est oméga I. D'accord? Égale somme sur J des S, I, J. Donc c'est appliqué à U, J. Voilà. Quel que soit I, bien sûr. Donc si U a pour composante UI, I en haut, dans la base EI, la forme linéaire qui lui est associée canoniquement via le produit scalaire dans V étoile a pour composante covariante, du coup, l'indice en bas, donnée par ça. Si ça, c'est les composantes du vecteur, ça, c'est les composantes de la forme linéaire associée. Et ce qu'on fait toujours, par un abus bien pratique, c'est qu'on renomme, c'est qu'on note ça U avec l'indice en bas. C'est les composantes non pas de U, mais de la forme linéaire canoniquement associée à U. Donc ça a un sens de lui donner la même lettre, parce que ils sont effectivement canoniquement associés l'un à l'autre. Ce n'est pas le même objet, il y en a un qui est un vecteur, l'autre qui est un covecteur, ou si vous voulez, il y en a un qui est un élément de l'espace V, l'autre qui est un élément de l'espace V étoile, mais c'est ceux qui sont associés l'un à l'autre de façon canonique. Et ceci explicite pourquoi il y a effectivement cet isomorphisme canonique, et qui est donné par S dès lors que vous avez une matrice S, SIJ, enfin matrice avec les guillemets, vous avez les coefficients ici du produit scalaire, de la forme bilinéaire, dont je vous rappelle que c'est rien d'autre que la forme bilinéaire appliquée à chacun des vecteurs de base. Dès lors que vous avez ces coefficients, vous pouvez prendre des composantes contravariantes et en faire des composantes covariantes, non pas du même objet, mais de l'objet canoniquement associé dans V étoile. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on se sert de la matrice SIJ pour baisser les indices, parce que là, tout se passe comme si on faisait un produit d'une matrice S avec un vecteur V, vecteur colonne, ça donnerait un... Alors, sauf que comme ça donnerait un vecteur colonne, alors que justement, ce serait plutôt un vecteur ligne si on veut représenter matriciellement. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces choses-là. Mais en tout cas, algébriquement, il n'y a aucune difficulté. Si vous avez une matrice SIJ,
c'est-à-dire une forme bilinéaire qui vous est donnée avec la structure, enfin qui est présente dans l'espace vectoriel, alors vous pouvez associer canoniquement à tout vecteur une forme linéaire. Et il est astucieux de noter les composantes de la forme linéaire associée dans la base duale avec la même lettre que le vecteur dont elle est la forme bilinéaire la forme linéaire associée. J'ai vu une main se lever, non? Non? Plus? Non. OK. C'est bon? Vous avez déjà vu ça, ces passages d'indices Ouais. Juste, si on voulait le faire dans l'autre sens, il faudrait que le I et J pour le S soit au-dessus. Alors, effectivement, donc, c'est un isomorphisme canonique, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis passé du vecteur V dans V à sa forme linéaire associée dans V étoile. On peut se dire, OK, si c'est un isomorphisme, je peux faire l'inverse. Je peux passer de la forme linéaire au vecteur. Alors, effectivement, faisons-le. Donc j'ai oméga dans V étoile maintenant. Et je cherche le vecteur associé. Canoniquement à oméga. Eh bien, il y a un théorème très simple en dimension finie qui s'appelle le théorème de Riesz, ou Fréchet-Riesz, mais qui a des généralisations en dimension infinie où c'est peut-être un tout petit peu moins trivial, qui vous dit que donc, si vous avez toujours une forme linéaire non dégénérée, un produit scalaire, pour le dire vite, toute forme linéaire est en fait le produit scalaire avec un certain vecteur. Donc le V associé est l'unique vecteur tel que oméga, c'est en fait SV point. C'est très simple à voir, parce que une forme linéaire, quelle qu'elle soit, est caractérisée par l'image des vecteurs de base par cette forme linéaire. Donc, oméga de EI, un vecteur de base quelconque. Vous vous rappelez que ça, c'est précisément la composante oméga I. Ceci vaut quelque chose, et le quelque chose en question, voilà, vaut oméga I. Eh bien, vous pouvez... OK, c'est vrai. Et donc, si je prends justement V comme étant... Je vais vous le laisser faire. Parce que j'ai mis cette question-là sur une feuille d'exercice. Je vais vous le laisser faire. Mais vous voyez, jouer avec ça et vous allez voir, vous allez pouvoir construire justement le V en question. Mais c'était votre question, je vais quand même y répondre. Vous pouvez déjà voir ici que si alors, excusez-moi. Oui, je vous donne le résultat et on va montrer que ça marche, mais je vous laisserai établir de façon déductive. Si maintenant j'écris... Ouais, ben en fait, c'est évident. Si j'écris UJ égale... Alors, donc là, on a... Monsieur, oui. excusez-moi. Ouais. Lorsque vous avez énoncé le théorème, le oméga, il y a la flèche en haut. Est-ce que Ah non, merci.
Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Donc là, ici, on a les composantes de la forme linéaire associée au vecteur en fonction des composantes du vecteur. Maintenant, je veux l'inverse. Comment je fais? Ben, évidemment, alors, c'est une transformation linéaire. Ça va évidemment être la transformation linéaire inverse, en fait, tout simplement. Donc, je vais appeler non plus S, mais T. J'ai une matrice inverse qui fait ça. T, J, K, oméga K. Donc, c'est une somme sur K ici, si vous voulez. Hein. Si j'écris ça, d'accord, j'obtiens les composantes là par une transformation des composantes de la forme linéaire associée. Donc, j'essaye de revenir en arrière. Il suffit que je remplace UJ parce que ça vaut là-bas. Je vois que j'ai oméga I qui vaut donc somme sur J S, I, J, UJ, et je remplace UJ parce que ça vaut ici. Donc somme sur K de T, J, K, oméga K. Okay. Bon, ben, ceci est vrai, quel que soit I, quel que soit I, si ce truc-là, tout ça, là, ben, c'est delta IK. Okay. Donc, en fait, ça veut dire que somme, ben, ça veut dire que ça égale delta IK. Et là, vous reconnaissez le produit de deux matrices, IJ, JK. Donc, ceci est la matrice identité IK. D'accord? Donc, effectivement, le TIJ ici, c'est la matrice inverse de la matrice SIJ. Voilà, c'est évident. Hein? D'accord? Et donc, souvent aussi, en fait, cette matrice-là, la matrice inverse, qui devrait s'écrire S-1, du coup, enfin, ça devrait être la matrice S-1 IJ, la matrice inverse, ben, en fait, on la note SIJ en haut, étant entendu que puisque les indices sont en haut, c'est pas la matrice S, elle a les indices en bas. Si vous mettez les indices en haut, en fait, vous parlez de la matrice inverse. C'est une convention qu'on utilise pour éviter de mettre les moins. On ne se trompe pas, vu que ce n'est pas le même objet. Avec les indices en bas, c'est une forme... si c'est compliqué, justement. On essaiera de ne pas faire cette simplification. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, vous voyez, bien évidemment, si vous passez par une transformation linéaire des composantes du vecteur aux composantes de la forme associée, évidemment, vous passez des composantes de la forme au vecteur associé par la matrice inverse. Enfin, c'est une évidence. Mais l'évidence, elle est démontrée en une ligne ici. Hein. Voilà, vous remplacez UJ parce que ça vaut... en fonction de oméga, et oméga i doit être égal à oméga i, et donc les matrices sont inverses l'une de l'autre. Il faudra que je vous mette en garde sur la question des matrices à un moment, je ne vais pas le faire tout de suite. C'est un ensemble de nombres, voilà, c'est tout. Ce n'est pas une matrice, c'est des nombres. On verra plus tard. OK ? Alors, quelle heure est-il? Je voudrais quand même finir ça avant de... OK, j'ai presque fini et on va faire la pause après. Je vais clore cette annexe-là. Tout ce qu'on fait là, de toute façon, ça va nous servir directement pour notre géométrie différentielle. Hein, mais voilà. OK, qu'est-ce que... Oh, bah, simplement, je voudrais définir les tenseurs maintenant. OK. Alors, tenseur de rang RS. Rien n'est plus simple qu'un tenseur. On a un vecteur V, un espace vectoriel V. Espace vectoriel.
on a vu qu'on pouvait toujours construire son espace dual. La dimension finie ici, dimension finie. On a vu ce que c'était que... Donc c'est l'ensemble des formes linéaires, etc. On a vu un exemple de forme bilinéaire. Mais plus généralement, donc les formes bilinéaires, je prends deux vecteurs, je fais un nombre. Bon, ok. Produit scalaire standard. Forme linéaire, je prends un vecteur, je fais un nombre. De manière générale, un tenseur, c'est une forme multilinéaire c'est simplement une application multilinéaire, donc, qui prend des vecteurs et des covecteurs, c'est-à-dire des éléments de V et des éléments de V étoile, et qui fait un nombre. D'accord ? Prenez des vecteurs et des covecteurs, vous faites un nombre. Donc, voilà, donc c'est soit T de rang, donc T un tenseur, de rang RS. Vous prenez R copie de l'espace dual et S copie de l'espace vectoriel de départ et vous en faites un nombre de façon multilinéaire. Voilà, tout simplement. Donc, exemple. Un tenseur de rang, vous voulez quoi comme tenseur? Un tenseur de rang, un petit tenseur. Un petit tenseur de rang 2, 1. Allez, un tenseur de rang 2, 1. C'est quoi un tenseur de rang 2, 1? C'est un truc qui prend deux formes linéaires et un vecteur et qui fait un nombre. Donc oméga, rho, et puis U. Voilà. Et ça fait T de oméga, rho, U, de façon multilinéaire, c'est-à-dire, c'est linéaire dans la première slot. Si vous faites oméga 1 plus lambda oméga 2, rho, U, ça fait T de oméga 1, rho, U, plus lambda T de oméga 2 rho U. Si vous faites pareil avec la deuxième slot, c'est aussi linéaire. Si vous faites pareil avec la troisième, c'est aussi linéaire. Par exemple, T de oméga rho U1 plus lambda U2, c'est T de oméga rho U1 plus lambda T de oméga rho U2. C'est multilinéaire, voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc c'est ça, un tenseur, c'est tout. OK? Alors, c'est ça un tenseur. Bon, très bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, si ce n'est que, comme c'est multilinéaire, un tenseur est entièrement défini par l'image des vecteurs de base. Donc vous prenez une base EI et une base epsilon I, base duale l'une de l'autre de V et V étoile. Alors ça, faites-le toujours. Hein. Si vous prenez une base dans un espace, prenez la base duale dans l'autre. Hein, parce que c'est ça qui permettait d'écrire. Hein, vous vous rappelez que oméga de V, en termes des composantes, c'est oméga I, VI, à condition qu'ils soient dans la base duale l'une de l'autre. Donc, faites toujours ça. Mais donc, vous choisissez une base dans V, par exemple, et vous avez la base duale dans V étoile. À ce moment-là, si vous connaissez si on connaît T de EI,
de epsilon i, epsilon j, etc., epsilon n, enfin epsilon, je sais pas, l, virgule, a, b, je sais pas, p, avec ici r covecteur et ici s vecteur. Hein, donc si vous connaissez l'image de tous les éléments de la base par t, alors on connaît t de oméga 1, oméga r V1, etc., Vn, pour tout. Comment on fait? Simplement, chaque forme linéaire va se développer sur la base duale, sur les vecteurs de la base duale. Chaque vecteur va se développer sur les éléments de la base. Donc on a effectivement T de somme sur I. Je vais arrêter les sommes. Donc de oméga I epsilon I. Alors je devrais mettre un I1 ici. Et puis, etc. jusqu'à oméga IR epsilon IR, virgule V J1 EI1, etc. VJS E, pardon, J ici, JS, d'accord? Donc je prends R forme linéaire quelconque et S vecteur quelconque que je développe sur les bases, parce que je peux toujours développer n'importe quel vecteur sur n'importe quelle base. Ça, par multilinéarité, c'est égal à, donc il y a des sommes cachées là hein, à chaque fois sur les indices, ça c'est égal à oméga I1, oméga I2, oméga IR, VJ1, etc., VJS, fois T de ça, T de IR, EJ1, pardon, J1, JS. Et ça, il est bien pratique de le noter comme les coefficients de T. Il y a des indices en haut, I1, I2, IR. Il y a des indices en bas, J1, J2, JS. Et ça, ce sont les coefficients du tenseur T dans la base en question. Ouais. Vous avez quoi alors après? Alors on connaît les indices de V en fait. Alors, on connaît T, V1, V1, V2, les N pour n'importe quel, pour les N, pardon, VS, les S vecteurs dont on a besoin. Donc, un tenseur de rang RS, c'est un truc qui prend R forme linéaire, S vecteur, et qui fait un nombre. Et comme c'est multilinéaire, il suffit de connaître l'image des vecteurs de base, de là. Alors, on pourrait s'amuser pour chacun à prendre des bases différentes. Évidemment, on ne fait pas ça. On prend la même base, ça marcherait, hein, ça définirait les choses tout aussi bien, mais bon. Donc on choisit une base dans V, du coup on a la base de V étoile qui est juste la base duale. Et par multilinéarité, vous avez l'image
par t de n'importe quel multiplet de R forme linéaire et de S vecteur comme des combinaisons, combinaisons linéaires, quoi, de l'image des vecteurs de base. Donc, T, le tenseur, est entièrement défini par ses composantes dans une base donnée. Si vous changez de base, évidemment, vous allez changer les composantes. Comment ça va changer les composantes? Bah, on va... Est-ce qu'il faut qu'on fasse une pause? Quelle heure il est? Vous me donnez encore 5 minutes. On fera la pause après. Je vais prendre un exemple avec pas des milliers d'indices. Déjà, on va prendre l'exemple qu'on vient de voir juste avant, celui de la forme bilinéaire. Donc, exemple. Forme bilinéaire, notre fameuse forme tout à l'heure, là, S de V croix V dans R. Hein, notre produit scalaire. C'est quoi en fait ce produit scalaire? Bah, vous voyez que c'est un tenseur de rang. Combien? 0,2. Hein, ça, ce n'est rien d'autre qu'un tenseur de rang 0, 2. Pourquoi? Bah parce que ça prend deux vecteurs et ça fait un nombre. Oui. Du coup, le S-1, ce serait 2, 0. Enfin, l'inverse, on a les deux indices en haut. Oui, mais alors, en fait, oui, mais on voit que même S-1, ce n'est pas une bonne notation. Parce que si S, c'est une application de V croix V dans R, S-1, ce serait censé être une application de R dans V croix V. Ça ne fait pas ça. Mais il se trouve, mais on note S-1. En fait, ce qu'on avait écrit SIJ comme ça avec les I et J en haut, c'est S-1 IJ. Ce seraient les composantes de la matrice inverse. Mais la matrice inverse, ce n'est pas la matrice de l'application inverse. Parce qu'en fait, S tout court, S, le SIJ en bas, là, ça, vous pouvez représenter comme les composantes d'une matrice, mais ça, ce n'est pas une application linéaire. Habituellement, une matrice est une application linéaire, vous prenez un vecteur, vous faites un vecteur. Mais là, vous prenez deux vecteurs, vous faites un nombre. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec cette histoire de matrice. Vous pouvez toujours ranger les éléments comme une matrice, et quand vous le faites, alors effectivement, ça, c'est bien les éléments de la matrice inverse calculés comme une matrice, comme si c'était une forme, comme si c'était une application linéaire. Donc, c'est subtil, c'est plus subtil à dire qu'à faire, parce que c'est évident quand on manipule les choses, ce qu'on fait, mais bon. Hein, donc, c'est pas l'application inverse, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, elle n'est pas inversible. Il y a plein de paires de vecteurs qui donnent le même produit scalaire, évidemment. Donc cette application n'est même pas inversible en tant qu'application, évidemment. Mais si elle l'était, ce serait de R dans V croix V. Enfin bref. OK. Donc, tenseur de rang 0,2. Et effectivement, ce qu'on avait vu, c'est que si je fais S de UV, eh bien, j'obtiens UI VJ S de EI EJ. Et c'est ça que j'avais noté SIJ. Et vous voyez que vous avez donc S est entièrement défini par ces SIJ. Ceux-ci sont les composantes. Donc c'est un cas particulier de ça, où il y en a deux en bas et rien en haut. Et comment vous obtenez ces composantes? Exactement comme ce qu'on avait vu. Comment vous obtenez la composante d'une forme linéaire, hein, oméga i, epsilon i. Comment vous obtenez la ième composante de la forme bilinéaire, de la forme linéaire oméga dans la base de i? Eh bien, en appliquant oméga i ici, c'est oméga appliqué à EI. Vous vous rappelez?
C'est exactement pareil ici. Les composantes S, I, J, ben, vous appliquez S aux deux. Maintenant, il y a deux vecteurs. Vous appliquez aux deux vecteurs de base. Comment se transforment ces composantes? Il y a des indices en bas ici. Évidemment, ça permet d'avoir la sommation d'Einstein, la convention. Mais est-ce que ces composantes-là sont bien covariantes? C'est-à-dire, si je fais un changement de base, que se passe-t-il pour ces composantes-là? Ben, c'est très simple. Si je fais un changement de base, donc maintenant je me mets S, donc je vais avoir S, UV, mais j'écris non plus U comme somme sur I des UI, EI, mais je dis maintenant que c'est somme des U''I, E''I. Et puis ça, somme des V'J, E'J. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, ça doit être le même nombre, évidemment, parce que, indépendamment de la base, c'est le produit scalaire de U et de V. OK. Mais si je l'exprime maintenant avec les coordonnées primes, ben, je vais obtenir U''I, V'J, et maintenant S de E''I, E'J, toujours de la même façon. J'extrais les composantes en appliquant la forme bilinéaire, ou le tenseur de manière générale, au vecteur de base. OK, et donc ça va être le nouveau, ça va être le S''IJ. Comment relier S''IJ à SIJ? Ben, c'est très simple. S''IJ, c'est ça. Ben, je remplace E''I parce que ça vaut. Alors, allons-y. Donc S''IJ, par définition, c'est S de E''I, E'J, mais E'I, c'est S. Alors, si je passe des E au E' par une matrice de passage PIJ, matrice entre guillemets de passage, E'I, c'est somme sur K de P, I, K, EK, et somme, pour E'J, là, c'est somme sur L de P, non, ah, oui, pardon, KI, évidemment, toujours attention, hein, un en haut et un en bas, P, L, J, E, L, d'accord? J'ai écrit les nouveaux vecteurs dans la base des anciens, enfin dans l'ancienne base, et là, par multilinéarité, bah, je fais sortir ça, je fais sortir ça, et je me retrouve avec somme sur K, somme sur L, des PKI, PLJ, S de EK, EL, voilà, donc ça c'est S''J, et ça, par définition, c'est SKL. Et donc j'ai finalement S''IJ qui vaut somme sur K, somme sur L, des PKI, PLJ, SKL. Et je peux laisser tomber les sommes pour écrire de façon plus compacte S''I égale PKI, PLJ, S, KL. Voilà. Et effectivement, vous voyez que les composantes de cette forme bilinéaire se transforment deux fois comme les vecteurs de base. Donc c'est deux fois covariant. Oui, il y a deux indices en bas, c'est deux fois covariant. Pour chaque indice en bas, vous avez la transformation covariante. C'est-à-dire, vous étiez passé de E à E' avec la matrice PIK. Eh bien, de la même façon, vous passez des composantes pas prime à prime avec la même matrice. Donc c'est covariant. Et vous avez deux indices, donc vous avez deux fois la matrice. Donc vous voyez, alors vous voyez comment ça marche, hein. Vous
vous avez un I et un J en bas, il vous faut un I et un J en bas, et puis ça c'est l'élément dont vous partez, donc il faut tuer les KL, et vous les tuez par un K et un L en haut. Il y a les sommes cachées dessous. Donc voilà la procédure, donc c'est très simple, hein, si vous le voyez comme ça. Un indice en bas est bien covariant de façon évidente, hein, puisque c'est la chose appliquée au vecteur de base. Donc si vous mettez la nouvelle base, la nouvelle base s'exprime en fonction de l'ancienne avec cette relation, et donc la relation en question, elle sort par linéarité. Tout ça est transparent. Donc ça, c'est pour les indices en bas. Les indices en bas sont covariants. Les indices en haut sont contravariants. C'est-à-dire que si maintenant, au lieu d'une forme bilinéaire comme ça, vous prenez un autre exemple avec une forme, je sais pas... Enfin, allez, je vais écrire juste... Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on a pris comme exemple tout à l'heure? C'était un truc de rang 1, 2, c'est ça qu'on a fait? 2, 1 ou 1, 2, je ne me rappelle plus. 2, 1, on a fait. OK. Rang 2, 1. Donc on a T. Alors, on va avoir T. Donc T, il prend... donc on a un T qui prend un oméga, un rho et un V. Deux covecteurs et un vecteur. Deux formes linéaires et un vecteur. Et donc le résultat, ça va être une combinaison linéaire avec les coefficients ici dans les bases EI et base duale epsilon I. Ah oui, c'est un rho. Vous allez avoir des composantes. Alors, T, I, je vais mettre A, B, C, de T, A, B, C. Par définition, ça va être T appliqué à epsilon A, epsilon B et E, C. Deux indices en haut, un indice en bas. Et après, si maintenant vous exprimez ça sur cette base-là, ça sur cette base-là et ça sur cette base-là, vous allez avoir que des combinaisons linéaires de ça. Par conséquent, ces coefficients-là, dans la base des EI et de la base duale associée, définissent ces coefficients entièrement T. Et comment se transforment ces coefficients? Si je passe maintenant, si j'écris EI en fonction des... Si je veux passer à T' maintenant, T', ça va être T appliqué aux éléments primes. Et si j'écris le prime en fonction du pas prime, ici je vais avoir quoi? Je vais avoir un P, C, K, EK. Ici, parce que donc ça c'est la transformation du vecteur. La transformation du vecteur de la base duale, elle est à l'opposé. Donc ici, je vais avoir P-1 en tant que matrice. P-1 J B. Et ça va me donner fois epsilon B. Epsilon, pardon. Non, le B est en haut. B, J, epsilon, J. Et ça va me donner P-1 A, I, epsilon, I. D'accord? J'exprime les nouveaux, les primes, en fonction des pas primes. Les vecteurs, c'est la matrice de passage. Les vecteurs de la base duale, c'est la matrice inverse. Et donc, si je par bilinéarité, je vois que je vais avoir T' A, B, C qui vaut P-1 A, I, P-1, vous voyez ce que je veux dire dans P-1, c'est les coefficients ligne A, colonne I, de la matrice inverse si c'était une matrice de forme linéaire,
d'application linéaire. Donc P-1 BJ et P K C de T I J K. Voilà le résultat, le changement de coordonnées. Donc ça a l'air compliqué parce qu'il y a des indices un peu partout, mais en fait, un tenseur, c'est juste une forme bilinéaire, multilinéaire, donc qui prend un certain nombre de covecteurs, un certain nombre de vecteurs. C'est entièrement défini par l'image des vecteurs de base, puisque tout le reste s'en déduit par combinaison linéaire. Et l'image des vecteurs de base, bah, c'est les coefficients, donc. Et comment se transforment ces coefficients quand vous changez de base? Bah, par linéarité, tous les vecteurs font sortir une matrice P, la matrice de départ, la matrice de passage, et tous les covecteurs font sortir la matrice inverse, puisqu'ils se transforment à l'inverse des vecteurs. Donc, vous avez simplement les nouveaux, les T', nouveaux coefficients en fonction des anciens, les T, avec autant de, s'il y avait ici 12 indices et là 32, bah, vous auriez 12 matrices de passage pour les 12 vecteurs et 12 matrices inverses pour les 32 pour les 32 covecteurs. Donc ce serait compliqué à écrire, mais il n'y a rien de mystérieux, d'accord? C'est juste de la multilinéarité. Bon. Eh ben... Ouais. Pour définir un tenseur, on a besoin de calculer n à la puissance r plus s terme. Redis ça, on a besoin de calculer... N à la puissance r plus s terme. Ah non, non. Pour définir entièrement un tenseur qui est de rang. Ah. Ah oui, 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 oui. Oui, effectivement, ça c'est beaucoup de coefficients. C'est effectivement n au cube, là, en l'occurrence. Et dans le cas où la somme r plus s fait 2, du coup, comment on fait ça? Enfin, il y a un parallèle avec les matrices, puisqu'on peut les utiliser comme... Alors, on peut faire comme si c'était des matrices. on peut faire comme si c'était des matrices, sauf que... Ok, donc je fais cette remarque maintenant. C'est très important. Ou alors on fait après la pause. Après la pause. Allez, ok. Après la pause.